Dans cette vidéo, on va entamer la troisième partie sur la notion d'un rang. On va commencer par le rang d'une application linéaire. Si E est un espace vectoriel de dimension finie et si F est un espace vectoriel éventuellement quelconque, il peut être même de dimension infinie, et F est une application linéaire de E dans F, on sait que l'image de F est de dimension finie. On a parlé déjà de ça. Donc, la dimension de l'image de F est appelée rang de l'application linéaire F. On note rang de F est égal à dimension de l'image de F. Directement à partir de la définition, on peut tirer quelques remarques. La première, que si B est égal à E1, En est une base de E, alors on sait que l'image de B par l'application F est une famille génératrice de l'image de F. Donc, la dimension de l'image de F est inférieure au cardinal de cette famille. Le cardinal de cette famille, c'est N. C'est la dimension de E. Donc, le rang de F est inférieur aux dimensions de l'ensemble des parts. Maintenant, si de plus l'ensemble d'arrivée, l'espace d'arrivée est de dimension finie, alors on sait que l'image de F est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Donc, dimension de l'image de F est inférieure à dimension de F. Ainsi, le rang de F est inférieur au min dimension de E, dimension de F. On sait que l'application F est surjective si et seulement si l'image de cette application, c'est l'ensemble d'arrivée F. Donc, F est surjectif si et seulement si l'image de F est égale à grand F, ce qui est équivalent au fait que la dimension de l'image de F est égale à la dimension de F. Pourquoi? Parce que déjà l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Donc, un sous-espace vectoriel de F est égal à F si et seulement s'il a la même dimension que F. Donc, F est surjectif si et seulement si le rang de F est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Maintenant, nous allons passer à un théorème très important qui est le théorème de rang. Si E est de dimension finie et si F est une application linéaire de E dans F éventuellement de dimension infinie, alors la dimension de E, c'est la somme de la dimension du noyau de F et du rang de F. Pour démontrer ce théorème, on va considérer un supplémentaire du noyau de F dans E. En effet, E est de dimension finie. Le noyau de F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il admet des supplémentaires dans E. Soit G l'un de ces supplémentaires. Alors, il est facile de vérifier que l'application linéaire V de G dans l'image de F définie par V de X est égal à F de X est un isomorphisme. Cette application linéaire, c'est la restriction de F au départ de G et à valeur dans l'image de F. On va montrer que c'est un isomorphisme. Mais si on montre que c'est un isomorphisme, alors G et l'image de F ont même dimension. Donc, la dimension de G, c'est le rang de F. Or, G et le noyau de F sont supplémentaires dans E. Donc, la dimension de E, c'est dimension du noyau de F plus dimension de G. Et dimension de G, c'est le rang de F. Donc, on a la formule du rang. Donc, il reste de montrer que cette restriction V est un isomorphisme. En effet, F est une application de E dans F. G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, on peut restreindre F à des parts dans G. Mais on sait que pour tout X min E, F de X est un élément de l'image de F. Donc, on peut restreindre F à valeur dans l'image de F.
Cette restriction est bien sûr bien définie. Comme f est linéaire, donc v est directement linéaire. Mais maintenant, montrons que v est un isomorphisme, c'est-à-dire montrons qu'elle est injective et surjective. Pour l'injectivité, on va montrer que le noyau de V est réduit au vecteur nil. En effet, un vecteur X appartient au noyau de V si et seulement si X appartient à G et V de X est égal, V de X et F de X est égal 0. Donc, on a que X est à la fois dans G et dans le noyau de F. D'où X est le vecteur nil, puisque G et le noyau de F sont en somme directe. Ainsi, le noyau de V est réduit au vecteur nil, donc V est injectif. Pour montrer que V est surjectif, il faut prendre un Y appartenant à l'image de F et montrer qu'il admet un antécédent dans G par V. Comme Y est dans l'image de F, donc il admet un antécédent par F dans E. Donc il existe X min E tel que Y est égal F de X. Mais n'oubliez pas que E, c'est la somme directe de G et du noyau de F. Donc il existe X prime min G ou X seconde min le noyau de F tel que X est égal X prime plus X seconde. Donc Y اللي هو F de X est égal F de X prime plus F de X seconde. F de X seconde est nul puisque X seconde appartient au noyau de F. F de X prime, ce n'est que V de X prime puisque X prime appartient à G. D'où Y appartient à l'image de V. Ainsi, V est surjective parce que tout élément de son ensemble d'arrivée, l'image de F, admet un antécédent dans son espace de départ. Ainsi, V est un isomorphisme. Après avoir établi le théorème de rang, on peut directement vérifier que F est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul, ce qui est équivalent au fait que la dimension de son noyau est nulle, ce qui est équivalent au fait que la dimension de E est égale à rang de F. En combinant cette propriété et cette propriété, on trouve que F est bijectif si et seulement si la rang de F est égale à la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. C'est-à-dire que F est à la fois surjectif et les deux espaces ont même dimension. À titre d'exemple, on va considérer une application U de K au cube linéaire de K au cube dans K à la puissance 4 définie par les images des vecteurs d'une base de K au cube. On sait qu'une application linéaire est parfaitement déterminée par les images des vecteurs d'une base. Donc on va prendre B est égal IJK, une base quelconque de K au cube. On va définir l'application de K au cube dans K à la puissance 4 définie par I de I est égal ce vecteur-là, I de J est égal ce vecteur-là, et I de K est égal ce vecteur-là. On veut calculer la rang de U. Pour calculer la rang de I, il faut d'abord passer par le noyau, déterminer le noyau de I, puis la dimension du noyau de I, afin de calculer la rang de I. On va prendre un vecteur quelconque, le noyau de I. C'est un vecteur de K au cube. Donc, il s'écrit comme combinaison linéaire de I, J et K. Donc, il existe des scalaires ABC tels que X est égal à AI plus BJ plus CK. Un tel vecteur est un élément du noyau de I si et seulement si U de X est égal à 0.
U de x est égal à A multiplié par U de I, plus B multiplié par U de J, plus C multiplié par U de K. Et on va former l'image comme 4 iplets de K à la puissance 4. U de x est égal le vecteur nul, c'est-à-dire que ces 4 composantes sont nuls. La première composante, c'est A fois 1, plus B fois moins 1, plus C fois 1. La deuxième composante, c'est A fois moins 1, plus B fois 0, plus C fois 4. Et ainsi de suite. Ce système, on peut montrer que c'est équivalent au fait que A est égal moins 2C ou B est égal à moins C. Donc, X est égal C en facteur A, c'est moins 2C, donc moins 2, Z. B, c'est moins C, donc c'est moins J. Et ici, on a C fois K. Donc, X appartient au vecteur de ce vecteur. Ce vecteur est non nul. Donc, le noyau, c'est la droite vectorielle engendrée par ce vecteur. En fait, cette vecteur est non nul. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison linéaire avec des coefficients non nuls d'une famille libre, une base K. Donc, la dimension du noyau de U est égale à 1. Donc, la rang de I, c'est la dimension de K au cube moins la dimension du noyau, c'est 3 moins 1, c'est 2. Pour déterminer maintenant l'image de U, il suffit de trouver deux vecteurs non collinaires, c'est-à-dire deux vecteurs linéairement indépendants de l'image, parce qu'on sait que l'image a pour dimension 2. Donc, si on trouve une famille libre, c'est une famille génératrice. Par exemple, si on voit U de U et U de J, les deux appartiennent à l'image de U et ils ne sont pas collinaires. Donc, la famille U de J est libre, donc génératrice de l'image, puisque l'image a pour dimension 2. Donc, l'image, c'est le vecteur de U de U, U de J. On pouvait choisir U de I, U de K, ou U de J, U de K, ou n'importe quel des vecteurs de l'image. Enfin, dans la proposition 16, donne les propriétés du rang d'une composée. Si on a 3K espaces vectoriels, au moins E et F doivent avoir des dimensions finies, doivent être de dimensions finies. Et si on a F une application linéaire de F dans F et G une application linéaire de F dans G, alors le rang de la composée G rang F est inférieur au min de rang de G rang de F. Avec, si F est surjective, la rang c'est le rang de G, ou si G c'est injective, la rang c'est le rang de F. Pour démontrer ça, il faut considérer la restriction de G au départ de l'image de F. On sait que l'image de F est inclue dans F. Donc, on peut restreindre G à l'image de F. On sait que l'image de H, ce n'est que l'image de G rond F. En effet, pour tout Y appartenant à l'image de H, il existe un X من l'image de F tel que Y est égal G de X, H de X, c'est G de X. Mais ce X-là, c'est F d'un certain Z. Donc, on a une inclusion, l'autre inclusion est évidente. Donc, l'image de G rond F, ce n'est que l'image de H. Mais l'image de G rond F est inclue dans l'image de G. C'est une inclusion qui est évidente. On a donc la rang de G rond F, c'est la dimension de cet espace. C'est égal à la dimension de cet espace. C'est égal au rang de H. Mais la rang de H est inférieure aux dimensions de l'ensemble de départ de H, d'après le théorème de rang. Parce que le théorème de rang nous donne que la dimension de l'image de F
est égal à rang de H plus la dimension du noyau de H. Donc, la rang de H est inférieure aux dimensions de l'image de F. Donc, ce qui vaut à rang de F. D'autre part, d'après cette inclusion, la rang de G rond F, qui est la dimension de cet espace, est inférieure au rang de G, qui est la dimension de cet espace. On trouve le premier point. Maintenant, pour le deuxième point, si F est surjective, cette restriction n'est que H n'est que G, donc la rang de G rond F, qui est égal au rang de H, ce n'est que le rang de G. Et si G est injectif, alors H, qui est sa restriction, est injectif. Donc, le rang, c'est égal à la dimension de l'ensemble de départ, puisque la dimension du noyau est nulle. Et la dimension de l'ensemble de départ, la dimension de l'image de F, ce n'est que le rang de F. On passe maintenant au rang d'une famille de vecteurs. Soit x1, xn, une famille finie de vecteurs d'un K espace vectoriel E, même de dimension infinie. On appelle le rang de la famille la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. On sait que ce sous-espace est fini. Pourquoi? Est de dimension finie. Pourquoi? Parce qu'il admet une base finie. Parce qu'il admet, c'est pas une base, c'est une famille génératrice finie. Donc, il va admettre une base finie. Mais ce qu'on a maintenant, c'est que c'est le sous-espace engendré par une famille finie. Donc, il est de dimension finie. Donc, on peut bien définir le rang de cette famille comme la dimension de ce sous-espace. Donc, le rang d'une famille, c'est la dimension du sous-espace engendré par cette famille. Des remarques directes tirées de la définition, c'est que la famille X1, Xn est génératrice de ce sous-espace engendré. Donc, son rang est inférieur, son rang, comme c'est la dimension, c'est inférieur au cardinal de cette famille. Donc, le rang est inférieur à n, au cardinal de la famille. De plus, on sait que l'on peut extraire une base de F en prenant une sous-famille libre de cardinal maximal, ce qu'on a déjà vu. On peut extraire de toute famille génératrice, on peut extraire une base. Comment? En prenant une sous-famille libre maximale. Ce cardinal maximal est donc le rang de la famille. Donc, le rang de la famille est le cardinal d'un sous-famille libre de cardinal maximal de cette famille. Deuxième remarque, c'est que la famille est libre si et seulement si c'est une base de cet espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà génératrice. Donc, elle est libre si et seulement si c'est une base de cet sous-espace. Ce qui équivaut à dire que dimension de F est égale n, ce qui revient à dire que le rang est égal n. Donc, une famille de n vecteurs est libre si et seulement si son rang vaut n. Maintenant, pour déterminer le rang de la famille, d'une famille de vecteurs, on étudie la liberté. Si elle est libre, son rang, c'est son cardinal. Si elle est liée, donc un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Donc, on le retire, alors la famille, on le retire de la famille et on recommence. On va jusqu'à trouver le cardinal maximal d'une sous-famille libre de cette famille. Finalement, si on a une base de E, si E est de dimension finie et B est égal à 1 jusqu'à N est une base de E, où F est une application linéaire de E dans F, alors le rang de l'application linéaire F, ça c'est le lien entre rang d'une application linéaire et rang d'une famille de vecteurs. Le rang de l'application linéaire, c'est la dimension de l'image de F.
Or, l'image de f est engendrée par f1 jusqu'à f1, donc c'est le rang de f1 jusqu'à f1. Donc, le rang d'une application linéaire, c'est le rang de la famille formée par les images, par cette application linéaire des vecteurs d'une base. Un exemple, dans K-occupe, on veut calculer le rang de la famille IJK définie par ces trois vecteurs. I est non nul, donc la famille réduite à I est libre. J est non collinéaire avec I, parce que ni J n'est pas alpha fois I, ni I n'est alpha fois J. Donc, la famille IJ est libre. Mais si on voit K, on peut l'écrire combinaison linéaire de IJ. Donc, la famille IJK est liée. Et on a, donc, la rang n'est pas 3. Et on a une sous-famille libre de cardinal 2, donc la rang est 2. Et au lieu d'écrire le vec de IJK, on peut écrire tout simplement vec de IJ. Pourquoi? Parce que IJK, c'est une famille génératrice mais liée. Alors que IJ est une famille libre et génératrice en même temps. Pourquoi génératrice? Parce qu'on a déjà montré que IJ est une famille libre maximale, sous-famille libre maximale de IJK, donc c'est une base de ce sous-espace vectoriel. Maintenant, si on a un K espace vectoriel de dimension finie et on a une famille de vecteurs de E, x1 jusqu'à xp, on a les propriétés suivantes. Si xp est égal à 0e, alors le rang de x1 xp est égal au rang de x1 xp moins 1. Pourquoi? Parce que xp, le vecteur de cette famille et le vecteur de cette famille, le sous-espace engendré par cette famille et le sous-espace engendré par cette famille sont les mêmes, puisque 0,1 ne change pas. Si on retire 0,1 d'une famille, le sous-espace engendré ne change pas. Autrement dit, si l'un des vecteurs de la famille est nul, on peut le retirer de la famille, cela ne change pas le rang. En fait, cela ne change pas le sous-espace vectoriel engendré. Maintenant, si on multiplie par exemple x1 par un scalaire non nul, alors le rang ne change pas, puisque on peut montrer que toute combinaison linéaire de cette famille est combinaison linéaire de cette famille et vice-versa. Donc, le rang d'une famille ne change pas lorsqu'on multiplie l'un de ces vecteurs par un scalaire non nul. Même chose, si on ajoute à x1 une combinaison linéaire des autres xi, alors le sous-espace engendré ne change pas. En effet, on sait que si x est une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xa, k, alors c'est une combinaison linéaire. Alors c'est une combinaison linéaire de cette famille. Et si x est combinaison linéaire de cette famille, alors c'est une combinaison linéaire de cette famille. Il suffit d'écrire les sommes et faire apparaître les vecteurs de chaque famille à chaque fois. Donc, le rang d'une famille de vecteurs ne change pas si on ajoute à l'un des vecteurs une combinaison linéaire des autres.